Bonjour Sophie, Bonjour Norman, bienvenue au Studio Agile 2021, merci. deuxième édition du même nom. Donc Sophie, je te laisserai te présenter. Donc rapidement, on s'est rencontrés il y a pas très longtemps en fait, et j'ai été capté par ton message et l'expérience, le retour d'expérience que tu nous partageais. Et c'est clairement pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé les dimensions que tu as explorées dans notre discussion. Et donc voilà, je vais te laisser te présenter, ce sera peut-être plus simple. Cool. Mais tout d'abord, je suis vraiment contente en fait d'être là. Donc merci de m'avoir invitée. Et je suis vraiment contente de vous partager ce qu'on a fait pendant ces 5 dernières années chez Engie. Je me présente en quelques mots, c'est ça? Oui. Vas-y. Donc moi je suis Sophie, je suis coach, facilitatrice et leader dans la transformation chez Engie. Je suis ingénieure de formation et j'ai démarré ma carrière chez Engie. Et j'ai d'abord commencé par une dizaine d'années un métier technique en fait. J'étais analyste dans la salle des marchés. Et puis il y a 5 ans, j'ai eu la chance de saisir une opportunité, de changer de métier. Et on démarrait la transformation et j'ai vraiment pris cette position de coach agile, coach interne, facilitateur ces 5 dernières années. Et dans ce métier, j'ai eu l'occasion de contribuer ou accompagner le changement que j'expliquerai là tout à Ouais. l'heure. Et c'est bien parce que c'était de l'intérieur. Ouais, C'est ouais. pas externe à J'ai LG. vraiment pu le vivre Ouais, de l'intérieur. Ouais. super. Tu nous proposais un petit. Oui, j'avais envie de commencer par te poser la question et peut-être que tu me la poses aussi par qu'est-ce que tu aimes bien dans l'agilité? Hmm. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est la dimension humaine du parcours, parce que souvent on prend ça comme un projet de transformation, et indéniablement, quand on transforme l'organisation pour passer à un modèle agile, l'humain change avec. Alors, ça peut être bateau ou valide pour quel que soit le changement, mais ici, je trouve que le changement vers l'agilité prend directement compte l'humain. Donc moi, c'est ce Mm. côté-là qui m'a allumé, en tout cas dès le début, dans l'agilité. Et pourtant, L'humain au c'était centre, quoi. il y a quelques années, quoi. Cool. Et toi? Et Qu'est-ce- moi, plein de choses, mais ce qui me vient là, c'est deux choses. C'est le sens, c'est comment repartir du sens et que le sens apporte la cohérence, l'alignement. Et aussi cette posture inspect and adapt, les boucles de feedback, cette posture apprenante en fait, qui fait qu'on peut progresser en continu. Super, merci. Bah écoute, je pense que là, je vais pas prendre plus de temps. Je pense qu'on va te laisser la parole pour expliquer justement ton parcours, enfin votre parcours chez Engie. Par rapport à nos, j'allais dire téléspectateurs, mais bon, ça fait un peu un vieux jeu, par rapport aux personnes qui participent au Zoom et même sur YouTube. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Christophe est là justement pour capter les questions pertinentes. Donc Sophie va partir vers quelques minutes d'explication et on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut, en tout cas dans le temps imparti pour pas trop déborder. Mais voilà, je te laisse vraiment. Ok, donc je prends 10-15 minutes et Ouais. après on fait en mode plutôt échange. C'est ça, D'accord? exact. Cool, Merci. chouette. Du coup, je regarde où alors? Je regarde là? Bon. Moi, je vais vous parler d'une transformation qu'on a vécue chez Engie dans notre business unit. Alors, Engie, c'est grand, hein, on est 150 000 personnes dans le monde. Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissez au moins une personne qui travaille chez Engie. En Belgique, je pense que c'est entre 10 et 15 000. Et on est du coup vraiment plein d'entités. Et moi, je vais vous parler d'une business unit qui s'appelle GEM. Donc Engie GEM. Et c'est pour Global Energy Markets. Et en fait, ce qu'on fait, ce qu'on apporte, c'est des solutions de services énergétiques à nos clients qui veulent concrétiser la transition énergétique vers le zéro carbone. Donc voilà, on offre des services de gestion de l'énergie. Et en gros, ça ressemble à une salle des marchés
avec plein de choses autour. On est 1500, on est dans tout le monde, et surtout entre Bruxelles et Paris. Donc on est environ 400 Bruxelles et 500 Paris. Et la population, enfin le type de profil, c'est surtout des ingénieurs et des gestionnaires. Voilà, comme ça, vous voyez un peu le contexte. Il y a aussi d'autres business units qui sont en train de faire des transformations d'agilité à l'échelle en ce moment. Je ne vais pas parler de ça. Voilà, je vais juste parler de ce qui se passe ici chez nous. Et aussi, je vais vous raconter l'histoire à travers mes yeux. Et moi, ce qui me drive dans ma vie, c'est vraiment comment aider les individus et les équipes à révéler leur potentiel. Et donc, avec ce regard-là que je vous raconterai la transformation, c'est comment, en ayant pu aller en profondeur, on a pu révéler le potentiel des individus et des équipes et créer cette énergie, cette motivation, cette performance. Alors, ça a commencé en 2015, et suite à une impulsion de notre CIO, donc c'est le chef de l'informatique, qui... l'impulsion, c'était de pouvoir mieux gérer la complexité. Il se trouve que, en fait, le monde environnant était vraiment en train de changer, les marchés de l'énergie en grande évolution. Par exemple, si on prend la production d'électricité, on est en train de passer de production centralisée des grosses centrales à de la production décentralisée, tout ce qui est renouvelable. Et du coup, par rapport à cette complexité, on avait vraiment besoin de mieux l'appréhender et de créer ce potentiel d'innovation et d'adaptation. Et donc, on a commencé, comme je pense la plupart des entreprises commencent, on a commencé par former les personnes à l'agilité, par engager des coachs, par implémenter des pratiques agiles type Scrum dans les équipes IT. On a aussi proposé aux managers qu'ils souhaitaient de changer de système de gouvernance, donc de passer d'une gouvernance hiérarchique comme on avait l'habitude à une gouvernance plus distribuée avec le modèle de l'holacratie. Et on a fait ça, voilà, ça marchait bien. Et après 2 ans, on était plutôt fiers parce que la plupart des équipes IT avaient des pratiques agiles et en holacratie, on était 500 personnes. On était plutôt fiers et en même temps, il y a quelque chose qui n'arrivait pas à changer, c'était notre culture. Et là, je vous dessine un dessin ici. C'est un iceberg, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas. Si, on a vu. Ok. Et donc, au-dessus, c'est toute la partie visible, celle qu'on voit. Et donc, c'est vraiment celle sur laquelle on avait travaillé, former les personnes, changer les pratiques. Et puis en dessous, c'est toute la culture. En fait, la culture, elle n'avait pas beaucoup évolué. Il se trouve qu'on avait hérité d'une culture très silotée. On était organisé en 4 grandes divisions. Il n'y avait pas de transversalité, il n'y avait pas d'objectif commun. Toutes les décisions devaient remonter plusieurs échelons. Il y avait des comités dans tous les sens pour valider chaque initiative. Et donc, en fait, il n'y avait pas cette autonomie, il y avait pas du tout d'espace pour prendre des initiatives, il n'y avait pas de transversalité. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, on a besoin de plonger, on a besoin d'aller un peu plus en profondeur et d'attaquer notre culture, enfin d'aborder notre culture. Et c'est là en 2017 que voilà, on a pris un autre pas dans notre transformation. Et notre CEO, lui aussi, s'est vraiment engagé pleinement. Et pour lui, en plus d'avoir l'intention évidemment d'être plus agile dans ce monde complexe, il avait aussi une intention personnelle qui lui était venue suite à une étude d'engagement qui montrait qu'en fait, les employés, les personnes, même si on avait de la performance, en fait, il y a beaucoup de gens qui souffraient. Et lui, en tant que CEO, il ne voulait pas ça. Il voulait que les gens soient heureux, qu'ils aient du plaisir à venir chaque jour. Et donc, il s'est vraiment engagé aussi personnellement avec cette intention-là. Et il a ouvert plein d'espaces pour qu'on puisse vraiment plonger, changer cette culture. Et dans ces espaces, il y en a 2 que j'ai envie de raconter ici, parce qu'ils ont pris plus d'envergure. C'est l'élaboration de notre vision collective et le redessinement de notre organisation et gouvernance. Alors voilà, je prends quelques minutes pour la vision.
En fait, en 2017, on a commencé un processus qui a duré plus d'1 an et dans lequel vraiment on a pu imaginer, on a pu rêver, on a écrit les lignes ensemble d'où on voulait être dans 5 ans. Et il y a 600 personnes qui se sont engagées pleinement. Ça a été vraiment un processus itératif qui a été cherché chacun vraiment dans ses tripes. Les premières lignes avaient été écrites par 2 groupes en parallèle. Le CODIR d'un côté et l'autre côté un groupe de volontaires qui représentaient différentes parties de l'organisation. Et je vous raconte l'anecdote quand ils ont partagé leurs résultats, c'est qu'en fait le CODIR a vraiment été bluffé parce que le groupe de volontaires avait été beaucoup plus ambitieux en écrivant les premières lignes de cette vision. Et c'est là où le CODIR a vraiment un changement de bascule dans leur posture. Ils ont réalisé qu'ils ne savaient pas tout et qu'il y avait vraiment de l'intelligence collective à écouter dans l'organisation. Et depuis, il y a vraiment eu cette ouverture, cette écoute vers l'intelligence dans l'organisation. Une autre histoire qui illustre bien en fait comment cette vision, elle a pu... c'est comme si on avait dessiné ensemble ce ciel étoilé vers lequel on voulait tendre et que chacun a pu y coller son étoile. J'ai envie de vous faire un dessin parce que moi ça m'a vraiment marqué. Oups. Donc on a ce ciel étoilé. Et en fait, tous ceux qui voulaient avaient l'occasion de aussi aller y mettre leur étoile. Et un jour, on était à un séminaire avec 300 personnes. C'était à Paris. Les Bruxellois avaient pris le train super tôt, je pense à 7 heures du matin pour y être. Vraiment, ça montrait une énorme énergie, une grande motivation. Et pendant 2 jours, on travaillait sur la prochaine itération de cette vision. Et dans le point de départ, il y avait 4 axes stratégiques qui étaient définis. On nous les présente. Et dans la salle, donc parmi les 300 personnes, il y a une personne qui se lève et qui dit « Moi, en fait, je suis convaincue qu'il y a un 5e axe qu'on doit vraiment prendre en compte. C'est l'axe des people. » Et en effet, nous, notre organisation, nos seuls assets, c'est les people, comme je disais. On est surtout des ingénieurs, on fait des modèles, on crée des solutions, on a des systèmes informatiques. Et donc, le reste du séminaire, on a travaillé ce qu'ils voulaient sur décliner cet axe-là qui fait vraiment partie intégrante de notre stratégie. Et donc, à la fin, après ces 1 an, on est arrivé à quoi? On est arrivé à une raison d'être, un purpose. Je vous le cite, c'est « We energize a sustainable world, caring about people, planet and profit ». Donc, je vous le cite parce que ça montre comment ça vient nous chercher ici, quoi, vraiment à l'intérieur. Et puis, on l'a décliné en 5 axes stratégiques sur 3 niveaux. Sur d'abord, we believe, c'est quoi nos partis pris? We act, c'est quoi les actions, à quoi on veut arriver dans 5 ans? Et we live, quel type de comportement on veut voir, quel type de valeur on veut voir dans notre organisation. Et ce qui m'a interpellée dans ce processus, c'est pas tellement ce résultat qui était important. En fait, c'est tout le processus qui a permis de changer de cette culture, en fait, qui a permis d'embarquer tout le monde, qui a permis de recréer ensemble le futur qu'on voulait pour cette organisation et qui a libéré une énorme énergie. Et donc, une fois qu'on a fini ça, en 2019, on a réalisé, mais là de nouveau de manière collective, lors d'un séminaire, que en fait, notre organisation, qui était encore très silotée en 4 grandes divisions, elle collait pas du tout à ce rêve qu'on avait écrit ensemble. Et là, on a entamé un chantier de réorganisation, mais qui n'était pas juste une réorg, on l'appelait organisation et gouvernance. Et parce qu'on a voulu revoir la manière dont on est organisé, mais aussi revoir la manière dont on travaille, comment on interagit, comment on décide, comment on évalue. Et ça, donc on est reparti pour 2 ans. Et dans ces 2 ans, on a eu un processus assez agile. Les 6 premiers mois, ça a été vraiment surtout de l'intelligence collective, des workshops où les gens pouvaient refaire le monde, partager leurs envies, sortir les éléphants qui étaient dans la pièce. Il y en a qui proposaient des idées très petites, petites, je veux dire réalisables tout de suite, mais il y en a qui proposaient des choses vraiment très disruptives. Et après 6 mois, on a arrêté et on avait les premières grandes lignes. On s'est dit, ok, maintenant on y va. Et on y a été par phase. La première vague, je pense qu'elle avait
assez petite, je pense qu'elle avait 6-7 équipes. Et puis chaque phase de plus en plus grosse. Et aussi, à chaque fois, on apprenait, on était vraiment dans ce Inspect and Adapt. Et à la fin des 2 ans, voilà, on avait basculé toute l'organisation vers ce nouveau modèle. Et donc, c'était organisation et gouvernance. Et ce nouveau modèle, au lieu d'avoir les... Avant, on avait typiquement, je pense, 4 ou 5 divisions. Bah, à la place, on a une 50aine d'équipes. Je ne vais pas dessiner 50 ronds, mais... Et en fait, on a créé des équipes qui s'appellent des business platforms, qui sont autonomes dans leur chaîne de valeur et qui ont une responsabilité de P&L comme des petites entreprises, et avec toutes les compétences vraiment multidisciplinaires dans chacune de ces petites entreprises. Et en même temps, on a créé aussi ce qu'on appelle des centres d'expertise qui permettent cette transversalité, en fait, cette globalité. On a ce modèle un peu hybride. Et vous me direz peut-être, c'est quoi le lien là entre l'histoire de vision que j'ai racontée, l'histoire de reorg et l'agilité? En tout cas, moi, il y a un lien que je vois très fort, c'est dans la première valeur du manifeste agile, c'est individuals and interactions over processes and tools. Et ici, on a vraiment été dans notre histoire sur les individus et les interactions. Et j'ai envie de reparler de notre culture, parce que j'avais expliqué comment elle était au début de notre transformation. Et maintenant, je pense qu'on peut vraiment témoigner d'un changement de culture. Et si je devais décrire notre culture en 3 mots, je dirais responsabilité, authenticité et sens. Et responsabilité, pourquoi? Je l'ai déjà dit, hein, donc on a des équipes beaucoup plus petites, mais aussi le niveau de décision est vraiment redescendu, les décisions se prennent proche du terrain, il y a peu de décisions qui remontent tout en haut. Du coup, ça permet une capacité d'innovation beaucoup plus grande. Authenticité, et en fait, du fait qu'on ait ouvert ces espaces pour aller écouter chacun tant en profondeur, c'est quelque chose qui est resté, et typiquement, souvent dans les réunions, souvent on se demande c'est quoi mes conforts et c'est quoi mes inconforts par rapport à cette proposition. Pour dire qu'on n'est pas juste au niveau de la tête, on essaie vraiment d'aller chercher au quotidien les personnes aussi dans leurs émotions et dans leurs tripes. Un autre signe d'authenticité, c'est que moi, demain, je peux rencontrer mon CEO sur le trading floor et je peux aller lui parler ouvertement. Et le troisième que j'avais envie de mettre en avant, c'est le sens. Et le sens, on le retrouve à tous les niveaux dans l'organisation et c'est vraiment ça qui permet la cohérence, l'alignement. Le sens, on le retrouve dans notre purpose, comme je vous disais, mais en fait, on a aussi décliné ce purpose, cette raison d'être, à chaque niveau, dans chaque équipe. Mais aussi, à chaque fois qu'on commence le projet, c'est vraiment le Start with Why de Simon Sinek. On se demande vraiment d'abord qu'est-ce qu'on veut atteindre, c'est quoi notre intention, à quoi sert ce projet. Et même au début d'une réunion, on commence toujours par expliquer l'intention de la réunion. Et donc cette culture-là, aujourd'hui, fait que en fait, les gens sont motivés de venir, ils sont contents, c'est a great place to live. Il y en a qui ont encore témoigné récemment. Et vraiment une grande efficacité et donc performance en fait. Donc voilà, ça c'était un peu mon histoire et j'ai envie de vous mettre à contribution, mais Norman, je te réinvite sur scène. Pourquoi je vous mets à contribution? Parce qu'à travers cette histoire, je te regarde toi du coup, à travers cette histoire en fait, ce que ça nous a appris, c'est que la transformation, c'est intéressant de l'aborder à différents niveaux. Mmh. Et du coup, j'ai envie de te montrer ça et qu'on réfléchisse ensemble dans l'histoire que j'ai racontée, à quel niveau on était. D'abord, un mot sur la source de ce modèle. C'est un modèle qui part de 4 cadrans et c'est basé sur la théorie de l'approche intégrale de Ken Wilber, qui est aussi reprise dans le livre de Frédéric Laloux. Et moi, qui m'a été apprise par des coachs qui s'appellent Toscan Accompagnement. Mais je l'ai mixé avec un autre modèle qui vient de Philippe Baumard et qui a aussi environ ces 4 cadrans, et qui est un modèle qui montre comment, en changeant entre ces
4 cadrans ont créé cette connaissance, cette culture apprenante. Et donc, en fait, les 2 cadrans en haut et en bas, enfin les 2 dimensions en bas, c'est un peu comme l'image de l'iceberg. En haut, tu trouves tout ce qui est explicite, tout ce qui est visible, tout ce qui se voit, tout ce qui se dit, tout ce qui s'entend, tout ce qui se sent. Et en bas, tout ce qui est implicite. Et après, par rapport à l'iceberg, il y a encore 2 autres dimensions. Il y a tout ce qui est individuel, donc qui concerne les individus, et tout ce qui est collectif. Et si on regarde ces 4 zones, ces 4 cadrans, par exemple, tout ce qui est explicite, individuel, on peut le voir au niveau des comportements. Tout ce qui est implicite, individuel, c'est mon monde intérieur, mais c'est ce que je ressens, c'est mes aspirations profondes. Explicite, collectif, c'est les pratiques, les rituels, les règles. Et puis, implicite, collectif, ici, c'est toute la culture, mais la culture, ça veut aussi dire un peu tous les on-dit, tous les non-dits, tous les il faut, ou tu dis, on a toujours fait comme ça, quoi. Oui. Et c'est intéressant dans une transfo d'aborder les 4 niveaux, mais aussi de faire des mouvements entre les niveaux. Et je t'invite à, peut-être, par rapport aux différents jalons que j'ai expliqués dans notre histoire, peut-être que tu peux j'ai envie que tu me montres ton interprétation de où tu le situes. Donc, par exemple, quand on commence avec les pratiques agiles, par exemple Scrum, tu le mettrais où? Ouais, moi, clairement, je peux pas trop m'éloigner du micro. Oui. Mais là, clairement, on est dans le côté explicite. Et c'est souvent la demande qu'on reçoit, c'est comment fait-on pour la demande initiale du CIO, c'était comment je peux aborder cette complexité qui grandit. Et moi, mon fort intérieur me dit on va d'abord travailler ce qui ne se voit pas et essayer de comprendre déjà ce qui ne se voit pas, mais souvent on saute plutôt sur mais dites-nous comment faire. Et donc là on est plutôt dans ce côté collectif, voire individuel, mais le côté très visible. Ouais. Et nous on a une image plutôt communauté agile, je te parlais de l'oignon. Ah ouais, c'est ça, oui. Voilà. Avec les pratiques, finalement, c'est ce qui est très visible, c'est la couche extérieure de l'oignon. L'intérieur, c'est plutôt le mindset. Et en gros, en effet, on démarre souvent ici, à tort ou à raison, mais en tout cas, on est sur la partie visible. Et tout ce qui était formation à l'agilité, bon, évidemment, ça dépend quel type de formation, mais je pense que chez nous, on était aussi plutôt au-dessus, donc en même temps sur les comportements que sur les pratiques. Tout à fait, oui. Après, par exemple, notre processus de vision, tu le mettrais où? Clairement, on parle de culture, on est plutôt sur ce côté-ci. Oui, et on a aussi été chercher vraiment connecter les personnes vraiment dans leur monde intérieur, donc je pense qu'on a pu faire ces liens ici. Et puis, on a pu expliciter donc, notre rêve qui était peut-être implicite chez chacun d'entre nous, on l'a rendu collectif et puis on en a écrit des lignes, donc c'est comme si on avait remonté aussi cette partie-là. Ouais, et puis justement, dans ce que tu expliquais, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez remonté au côté explicite, vous vous êtes dit, mais en fait, l'organisation dans laquelle on est, elle n'est pas capable d'activer cette vision. Ouais. Et donc, vous avez fait ce travail justement de quelle est l'organisation qui peut répondre à notre envie, on a rebouclé en fait, c'est ça. Tout à fait, ouais. Super. Cool. Alors pour que ce soit bien clair pour les gens, c'est un petit peu le U, donc vous auriez commencé en haut à gauche, tu descends puis tu remontes, ou tu as commencé en haut à droite? Comment... Je pense qu'on a commencé en haut des 2 côtés, et puis on a plongé des 2 côtés. D'accord. Et puis on a remonté vers le haut, et puis en fait c'est cette dynamique, c'est ce mouvement qui est intéressant. Okay. L'important c'est de couvrir tout pour être sûr que tout le monde soit content. Donc voilà, n'hésitez pas aussi en ligne à poser vos questions sur le chat. Donc je pense qu'il y a un Q&A et un chat. Donc voilà, n'hésitez pas. Et justement, le point, c'était de savoir comment est-ce que vous faites pour connecter l'intérieur des gens avec la culture générale. Parce que c'est ça qui, visiblement, a l'air d'être une grande question. Ah oui. En fait, je dirais il y a 2 choses qu'on a faites. La première, c'est évidemment quand on a rêvé ensemble, on est parti de ce monde intérieur et du fait qu'on ait eu tous ces moments, tous ces workshops, je ne sais pas combien on en a eu, mais beaucoup, ça a créé en fait ce changement de culture parce que les gens se sont dit, on s'est dit nos rêves, on s'est dit ce qu'on voulait. Et le fait de se le dire, déjà, c'est déjà un premier pas vers ce changement de culture. Et il y a aussi un autre espace que le CEO a ouvert,
il a ouvert des espaces qu'il appelait Let's Talk. Et en fait, qui voulait venir, il y avait un cadre très bienveillant, très sécurisé, en fait, où on était invité à exprimer en authenticité ce qu'il y avait, et ça a permis de sortir les éléphants dans la pièce. Et donc cette culture dans laquelle il y avait quand même des choses qui ne convenaient pas ou plus, on a aussi pu se le dire et le traiter. Moi, du coup, la question qui me vient en t'écoutant, c'est est-ce que vous avez été dans la culture à la belge du compromis ou c'est oui mais non. Donc ma question en fait c'est est-ce que tout le monde est prêt à été dans l'adoption de cette culture ou est-ce qu'il y a eu un mouvement massif d'exode de gens qui ne s'y font pas en fait, qui étaient bien avant et plus maintenant. En fait, oui, c'est ça toujours la difficulté de l'intelligence collective, c'est d'écouter ce qui émerge de chacun, mais après, on n'est pas toujours dans la culture de consensus, c'est-à-dire trouver les préférences de chacun. Nous, on a énormément travaillé sur la culture du consentement, donc travailler plutôt ce qui était pour finalement converger, ce qui était acceptable. Et ce qui faisait du sens, en fait. Chaque fois, on est reparti par le sens. Mais en effet, quand tu as 1500 personnes, ça ne fit pas au rêve absolu des 1500 personnes, quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est comment trouver la direction qui embarque le plus de gens. Et en effet, il y en a qui ne s'y retrouvaient pas, qui sont partis. Ou évidemment, il y en a pour qui ce changement a été plus dur. Une transformation, c'est dur. Il y a toujours des deuils à faire. Et donc c'est vrai que peut-être que je vais raconter l'histoire un peu rose, il y a aussi des moments un peu plus difficiles, forcément, parce que la transformation, c'est aussi difficile. Oui. Mais après, on peut se poser la question, et c'est pas à toi que je la pose, mais de manière générale, c'est ne pas changer, c'est aussi un gros souci sur le long terme. Oui. Parce qu'en effet, si la demande de base, c'était aborder la complexité, en gros, on peut imaginer qu'elle n'existe pas, et puis NJ meurt de sa belle mort, mais... n'est plus à même de répondre à cette complexité. Ok, est-ce que Christophe, tu veux réagir? Moi, j'ai d'autres questions. Vas-y. Puis, je crois que j'en ai quelques-unes qui apparaissent dans le chat, donc cool. Je les garde pour tout à l'heure. Chouette. Est-ce que tu t'es découragé, parce qu'on parle d'un trajet quand même qui remonte à 2015, est-ce que tu t'es découragé à un certain moment? Est-ce que tu t'es senti, ouais, non, ça avancera jamais, on n'y arrivera jamais? C'est vrai qu'en 2015, j'imaginais pas tout le chemin qu'on allait faire. On n'a pas du tout écrit un plan, donc on s'est pas dit ça va durer 5 ans, ça va durer 10 ans. Et en même temps, moi je pense que c'est jamais fini, je pense qu'on a encore énormément d'étapes à franchir. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des gros moments de découragement, parce que moi ça correspond... C'est là aussi, j'ai envie de parler de cette wholeness là dont Frédéric Laloux parle, c'est que moi, ce mouvement-là, il correspond vraiment à ce que j'ai envie d'apporter dans le monde. Quand je disais, je veux vraiment aider les personnes, les équipes à révéler leur potentiel. Et donc, moi, j'ai toujours trouvé l'énergie à l'intérieur de moi pour continuer à alimenter ça. Donc, je n'ai pas eu le souvenir de gros moments de découragement, même si, en effet, il y a des moments qui étaient plus difficiles. Parfois, il y a des choses qui prenaient beaucoup plus de temps, qui étaient beaucoup plus difficiles que prévu, ou qu'on ne pouvait pas du tout prévoir, qui venaient soudainement. Parce que j'imagine, quand j'entends les chiffres, 600 personnes qui réfléchissent à une vision, ça doit être quelque chose. Oui, c'est intense. Et autour de toi est-ce que tu as aussi enfin, peut-être plus maintenant parce que vous êtes quand même bien loin dans la transfo, mais est-ce que tu as cet effet, ça se termine quand finalement ton truc, enfin, votre truc? Oui, mais clairement, on a donc l'organisation, l'entreprise a vraiment investi beaucoup de temps et d'énergie dans cette transfo. Quand tu voyais toutes ces personnes qui participaient à des workshops, c'était du temps investi dans la transfo. Et notre CEO avait vraiment fait cette invitation aussi. Et maintenant, on arrive à une phase où on n'investit plus du tout autant de temps dans la transfo, parce que c'est comme si on pouvait en récolter les bénéfices. Et donc maintenant, on est de nouveau beaucoup plus orienté business, action, stratégie, innovation. Donc là, déjà, on est dans une phase où on investit moins de temps dans la transfo, c'est plutôt continuer à la faire vivre.
Ouais, ok. Donc, enfin, en gros, il n'y a pas de fin à ce truc. Ah, mais moi je vois pas de fin parce que moi Oui. j'ai toujours envie d'aller plus loin, mais je pense que Elle après ça ralentit, mais elle ne dépend de s'arrête pas. l'ambition de chacun. Mais je Oui, pense qu'il y en a qui se disent c'est bon quoi. Mhm. Oui. Moi j'ai aussi. Alors, j'aimerais poser une question en fait. Tu parlais, voilà, les 600 personnes ont bluffé le CODIR. Ah non, c'était pas le 600. Enfin, en tout cas, C'était le un groupe travail. de 20 volontaires. Ah, ok, Ouais. ok. Mais en tout cas, le travail qui a été fait, non pas par le CODIR, mais par des personnes des équipes, ont été beaucoup plus ambitieux. Eux ont été beaucoup plus ambitieux que le CODIR. C'est quoi finalement la réaction? Tu as dit ils ont été bluffés, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, j'ai pas envie de le mettre comme en opposition que l'un était mieux que l'autre. Ah non, c'est pas En le fait, but. Hein. ça leur a permis de réaliser que malgré évidemment ils savent plein de choses parce qu'ils sont au courant de tout, qu'ils ont cette vision globale, qu'il y a aussi dans l'entreprise, il y a aussi cette intelligence et qu'on peut faire confiance. Et je pense que ça a été un point de bascule parce qu'après, dans le reste de la vision, dans cette réorg, ils ont pris ce chemin-là. La réorg, ils auraient pu dire, comme on avait l'habitude de faire avant, on engage des consultants et en un mois, on a notre organigramme. Et là, ce qui avait du sens à ce moment-là, c'était de dire, nous, on fait confiance. On sait que les personnes chez nous, ceux qui leveront la main, vont proposer quelque chose qui a du sens pour notre contexte, quoi. Oui. Ok. Ok, bon, c'est très intéressant tout ça. Donc j'ai pas mal de questions, une bonne dizaine là. Donc Cool. si je structure un petit peu ça, on va faire d'abord les questions soft et après plutôt dans les chiffres. Mais Ok. d'abord essayer de comprendre comment est-ce que vous êtes organisé. Est-ce qu'il y avait deux piliers? Il y avait l'organisation classique du day-to-day et puis à côté la transformation. Comment est-ce que ça se faisait comme ça et le lien entre ces deux piliers? Ok, donc au moment où on élaborait cette transformation ou bien au moment où on implémentait la réorg? Donc tu nous expliquais ça a commencé en 2015, Ouais, c'était ouais. déjà 6 ans, tu Ouais. as eu trois grands cycles Ouais, de 2 ans à ouais. peu près. Est-ce qu'il y avait toujours des personnes en interne qui s'occupaient de cette Ah transformation? ok, d'accord, ok. Et comment est-ce qu'ils faisaient pour communiquer avec le reste? Et est-ce que sur le terrain, les gens, ils avaient 2 fois plus de boulot que d'habitude? Parce que c'est Ouais, souvent c'est on ça. top off, Ouais, quoi. Tu ouais. rajoutes des heures, Non, tu rajoutes c'est des clair. heures. Ouais, Et donc, ouais. Donc c'est en une fait, il y a réflexion. une petite équipe qui s'occupe de la transformation à temps plein, dont je fais partie. Mais C'est quoi petit? C'est 5 on est 6. 6 pour Ouais. 1500? Oui. Ok, très bien. On a aussi eu l'aide des coachs externes. Ok. Combien? 2, 3, 10? Ça dépend à quel moment, mais je dirais entre 2 et 10. Ok. Ça a été variable en fonction de nos besoins. Et on a fait essentiellement appel en fait aux volontaires. Mais comme tu dis, les volontaires, souvent ils font ça en plus, quoi. Ok. Donc vous n'avez pas eu un timesheet où on mettait les heures Non, mais de nouveau, si c'est les gens qui ont vraiment voulu contribuer, écrire ensemble les lignes de on voulait demain, et ils ont pris ce temps en plus. Et il y en a qui pouvaient vraiment pas, ils l'ont pas pris. On a trouvé assez de volontaires qui se sont mis dans le train et qui ont dit on va faire bouger les choses. En effet, c'était beaucoup d'heures sup. Ah oui, quand même, ok. En fait, oui, quand tu dois te lever à 5h du mat pour aller à Paris faire ton workshop, mais voilà. D'accord, ok. Et donc, et par rapport à ça, donc tout à l'heure, il y avait aussi la question des blocages, en tout cas des petits problèmes. Toi, tu as dit que pour toi, tout allait bien, mais sur le terrain, est-ce qu'il y a eu vraiment des moments où vous vous êtes dit, tiens, là, ça bloque, là, ou Ouais. faire un tournant? T'as senti Oui, vraiment ça? mais par exemple, je disais au début, on a implémenté l'holacratie et on a eu jusqu'à 500 personnes dans l'holacratie. Donc, l'holacratie, je donne juste un petit mot d'explication pour ceux qui ne savent pas. C'est un système de gouvernance distribué. Donc, au lieu de travailler en pyramide, on travaille en cercle. Et c'est tout un système assez codifié. Il y a des rôles et des responsabilités très clairs et des rituels aussi très guidés sur comment on se réunit, comment on décide. Et il y en a beaucoup qui se sont lancés là-dedans et finalement qui n'ont pas vraiment retrouvé ou qui n'ont peut-être pas vraiment, qui n'avaient pas vraiment de sens pour eux à ce moment-là. Et donc là, il y en a beaucoup qui ont fait demi-tour en fait. Okay. Et qu'est-ce qu'on a eu à la place, c'est qu'au lieu de travailler dans ce système qui est pure holacratie,
dans notre projet, quand je disais organisation et gouvernance, chaque équipe a eu l'autonomie de déterminer quel genre de gouvernance ils voulaient, du mode très top-down au mode 100% flat. Mais chacun peut mettre le curseur et donc a pu réécrire sa gouvernance. Et donc finalement, on est peut-être, je pense, entre 5 et 10 équipes qui fonctionnent encore en holacratie aujourd'hui. Okay. Donc là, il y a eu un demi-tour. Donc, ok, ça c'est un message qu'on a souvent, c'est que l'holacratie, c'est pas juste tout le monde fait n'importe quoi. Il y a un guide, c'est un peu comme dans l'agilité, on dit d'un seul coup, il n'y a plus besoin de s'organiser, tout va se faire tout seul. Quoi. En fait, figure-toi, c'est hyper codifié, c'est très très militaire l'holacratie. C'est important, c'est pour ça qu'il y en a certains qui peuvent être un peu choqués par rapport à ça. Quoi. Ouais. Je comprends bien. Ok, alors maintenant dans le hard, parce qu'on a pas mal de questions sur bien combien ça a coûté et quel est le retour sur investissement. Est-ce qu'il y a vraiment eu des chiffres et est-ce que toi tu as moyen de démontrer que ça rapporte quelque chose ou ton CIO il va être encore là ou il va être licencié parce que ça gagne pas quoi. Bon, pour la petite histoire, mon CIO, il a démissionné et il est parti créer une école Montessori dans les montagnes en France. Mon CEO, lui, est toujours là. En fait, en effet, on a investi, je pense, beaucoup d'argent parce que non seulement un peu dans les coachs, mais aussi dans tout ce temps non opérationnel, on était en workshop. Ces séminaires, et ces formations, on a investi énormément de budget dans les formations. La plupart des personnes ont pu être formées à l'agilité une dizaine de jours, au leadership une dizaine de jours. Donc c'est vraiment un budget qu'on n'a pas du tout lésiné. Et puis on a une question qu'on a souvent, c'est quoi le retour sur investissement? Comment tu mesures en fait les impacts? Et pendant tout ce chemin, c'est pas toujours évident, surtout que parfois on voit les impacts avec un peu de retard. Et notre performance, elle a toujours, dans les chiffres, elle a toujours été assez bonne. Mais parfois aussi parce que dans ces années-là, on a bénéficié de bons effets de marché aussi. Donc, c'est pas toujours facile de vraiment lier la performance à l'agilité. Parce que c'est pas le business, on peut pas compter le nombre de clients qu'on gagne ou choses comme ça. Quoi. Et, mais en tout cas, moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que on a vraiment cette capacité d'innovation, de décider vite, d'aller proposer des nouveaux services à nos clients. Et il y a cette vie, en fait, il y a ce mouvement, cette vie, et du coup, qui rapporte à la performance, quoi, et de la motivation. Et je vois, j'ai une personne qui est arrivée il y a 1 an, et on faisait un petit feedback sur où on en était. Elle a dit, mais moi, je suis arrivée ici, et c'est une entreprise où vraiment, it's a great place to be, quoi. Et je pense que ça, déjà, ça veut déjà tout dire. Après, le lier à un chiffre... C'est peut-être plus facile d'embaucher, ou en tout cas, il peut y avoir... oui, c'est moins tangible que dans le business, quoi. Okay. Les gens ont l'air plus motivés, quand même. Ouais. Et donc, on a quand même des gens qui voudraient bien comprendre peut-être plus dans le détail. Par exemple, les formations, c'est quoi? C'est 3 jours de formation par an par personne? C'est 10 jours de formation par an? Comment est-ce qu'on peut quantifier un peu ça? T'as une idée? Parce que limite 500 personnes n'étaient pas toutes dedans, quoi. Non, on l'a fait petit à petit. Mais par exemple, le premier programme, je vais parler de l'agilité. On a mis un programme qui s'appelle School of Agility. Et on l'a vraiment déjà designé pour notre organisation. Donc, on l'a co-créé avec des coachs externes, mais on l'a adapté à notre contexte. Et c'est un programme sur 6 mois. 10 jours étalés sur 6 mois avec des piqûres de rappel. 10 jours par personne? Oui, par personne. Okay. Et dans les promos, c'était des promos entre 10 et 15, on mélangeait des personnes du comité de direction, des managers et des personnels. Donc on mélangeait pour vraiment aussi créer cette connexion. Évidemment, au début, il y avait une grande liste d'attente, mais maintenant, après 5 ans, je pense que tous ceux qui ont voulu suivre ce programme on continue à le tourner, on fait plusieurs promos par an. D'accord. Ok. Alors, juste pour que ça soit bien clair pour les gens, parce qu'ils ne l'ont pas visualisé, dans les 6 ans qu'il y a eu, donc c'était vraiment 3 phases. Tu donnerais des noms à ces phases-là ou T'as raison, en fait. Oui, j'ai pas pensé, mais en effet, on a d'abord eu une phase où c'était vraiment plutôt les pratiques agiles. Et puis, on a plongé, et quand on a plongé, on a fait cette vision. Et puis, ce qui nous paraissait important à ce moment-là, c'était de revoir notre organisation et gouvernance. Mais je dis ça avec le recul. Au début, on ne savait pas qu'on allait faire ce chemin-là. Et c'est chaque fois, au moment même, on s'est dit, mais qu'est-ce qui a du sens à faire maintenant? En fonction du contexte, en fonction de notre culture. Donc, c'est pas
j'aurais pas envie de codifier ces 3 phases en disant c'est comme ça qu'il faut faire une transfo. C'est ce qui était pertinent pour nous à ce moment-là. Ok, mais c'est pour ça que ton schéma était assez représentatif, c'est-à-dire d'abord on fait ce qui était explicite, Oui. tu as travaillé sur les pratiques agiles simples et claires, on va dire comme ça, par rapport au comportement des gens, vous êtes descendu au niveau culture et intériorité des gens, et puis ensuite vous êtes remonté vraiment pour que ça soit au niveau de la gouvernance et que ça se mette en place, quoi. Voilà, des mouvements. Ouais. Ok, très bien. Il nous reste 10 minutes. Cool. Donc, Moi, j'ai envie de poser une question qui peut déranger. Cool. Tu parlais d'éléphants. À moi ou au public? Bah, non, pas forcément public, c'est plutôt à vous, et pas spécialement à toi, mais à Ok. vous, NJ. Tu dis, on a sorti les éléphants dans la pièce, et je sais à quel point ça peut être, ça peut être lourd. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote d'un qui était marquant? Ben, j'ai le souvenir d'un éléphant. C'est en fait l'éléphant sur l'exemplarité. On était au milieu de ce processus et finalement, quelqu'un a dit, mais en fait, le comité de direction n'est pas exemplaire. Il n'y a pas cet alignement entre je dis, je pense et je fais, quoi. Et en fait, il y a vraiment aussi eu toutes ces transformations. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir sorti ça ou bien si c'était dans le mouvement naturel, mais eux aussi ont joué le jeu de se transformer. Et en fait, toute la couche managériale supérieure, donc quand je faisais les petites bouboules tout à l'heure, donc chacun a dû repostuler pour être leader de chacune de ces équipes, une cinquantaine, mais aussi le comité de direction, lui aussi. Ils ont dû repostuler. On a aussi réduit le nombre. Et c'est là où on a fait vraiment attention au mindset et aux valeurs et moins à l'expertise. Et quand le choix de ce nouveau comité de direction avait été porté par le CEO et par une membre RH au niveau groupe, mais dans les interviews, il y a eu un panel d'interviews par représentant les différentes personnes, différents volontaires, je pense qu'il y avait, je sais pas, entre 5-6 volontaires de l'organisation qui eux aussi ont interviewé leur futur comité de direction. Okay. C'est pas eux qui ont décidé, mais ils ont pu nourrir la réflexion du CEO. Okay. Et je pense que c'est intéressant de montrer que la transformation, elle s'est passée à tous les niveaux et que tout le monde s'est engagé en fait. Okay. Bien. Et est-ce que vous avez amené beaucoup de 109 ou alors c'était vraiment... On va plutôt retravailler les personnes qui sont là. Ouais, en fait, pas tellement. Okay. Parce que oui, ça n'a jamais été évident d'engager beaucoup à l'externe. Au sein du groupe NJ, on priorise toujours d'engager dans le groupe. Il y a eu un peu de 109 au comité de direction. Et puis, il fallait vraiment montrer qu'on ne trouvait pas en interne. Et il y a eu du 109 au niveau des managers de ces 50 équipes. Quand je dis 109, c'est qu'on a été prendre des personnes un peu plus juniors. Mais c'est tous des gens qui étaient déjà dans l'organisation. On a plutôt fait avec ce qu'on avait, mais certaines personnes ont changé de place. Ok, super. Très bien. Moi, j'ai deux petites questions sur le début et la fin. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qui a déclenché le truc? Tu nous as dit quand même que le CIO, donc le directeur informatique, c'est lui qui était plutôt qui tirait. Donc, est-ce qu'il y avait une urgence? Comment est-ce qu'il a réussi à faire démarrer ça? Est-ce qu'il y a une urgence? En fait, je pense que c'était le CIO et puis le CEO. Ok, ouais, il était quand même soutenu par le business. Il y avait quand même, je ne sais pas si urgence, mais un besoin de s'adapter à l'évolution des marchés de l'énergie. Et aussi cette souffrance qui était là, en fait, que les gens n'étaient pas heureux. Ok, donc c'est intéressant, c'est l'accumulation de deux effets. Donc il y a l'effet extérieur du business, et puis en intérieur où ça ne va pas bien, et entre les deux, des managers qui arrivent à prendre la décision, parce que ça, il fallait se lancer, quoi. Oui. D'accord, ok. Donc ça c'est bien. Donc on a compris les déclencheurs en tout cas. Et maintenant en fait, la question c'est, pour terminer dans les 2-3 dernières minutes, là, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui va se passer? Vous étiez 1500, vous êtes toujours 1500. Tu dis que c'était à peu près les mêmes personnes qui ont grandi. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas la boule de cristal. Au niveau NJ, c'est en train de bouger aussi.
Je ne sais pas ce qui va se passer là dans les années à venir. En tout cas, ce que je sais, c'est que on va être beaucoup plus, on a cette culture beaucoup plus d'adaptation que ce qu'on avait avant. Donc je pense qu'on sera plus à même de s'adapter aux changements. Okay. Parce que j'entends quand même que vous avez fait des émules, c'est-à-dire qu'il y a d'autres divisions maintenant d'Engie qui font un peu la même chose, ou justement oui, tout le monde dit non, pas nous on n'est sûre, pas pareil, non? Si, il y en a une autre en tout cas dont je suis au courant qui ont commencé une transformation d'agilité à l'échelle, mais je pense qu'ils avaient, c'est pas pour copier ce qu'on a fait, c'est parce que eux-mêmes dans leur contexte ils avaient un besoin énorme de faire ça. Ok. Cool. On va tout doucement terminer la session, mais donc du coup, moi j'aimerais bien qu'on puisse tous les trois en fait mais partager quelque chose qu'on a retenu de cette aventure et là je donne la charge à Christophe de trouver la question avec laquelle le public pourra repartir. D'accord, tu me laisses 2 secondes, on fait le bilan, puis voilà, on va voir avec ça. Donc, je te laisse peut-être démarrer. Et une autre façon de te la poser, ça aurait pu être qu'est-ce que tu pourrais t'envoyer dans le passé, tu vois? Donc, si je pouvais te parler à toi il y a 6 ans. Ok, il y a 6 ans, qu'est-ce que j'aurais pu me dire? Je me dis pas maintenant, tiens, on aurait fait hyper différemment. Je me dis plutôt quelles sont les choses qui finalement sont été en filigrane et que j'aurais vraiment envie de garder à l'œil. C'est déjà de partir d'une intention claire, quoi, le start with why, parce qu'une transformation, parfois c'est dur, parfois ça mobilise des ressources, donc c'est intéressant de savoir pourquoi. De l'intelligence collective, c'est d'écouter en fait finalement tout le savoir qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Et puis aussi, on avance en faisant notre chemin en fait. On n'a pas tracé notre chemin à l'avant, c'est qu'on l'a fait et on l'a adapté avec notre contexte, notre culture. Donc voilà, on a tracé le chemin en marchant. C'est ça que j'aurais envie de garder si devais recommencer une transfo. Ok. Donc un message d'espoir et chaque pas compte. Oui. Il ne faut pas prévoir 6 ans à l'avance le plan. C'est ça, ou bien même pas trop appliquer des modèles tout faits. Je pense que c'est intéressant toujours de les relier au sens et au contexte. Oui. Ok. Mais pour ma part, moi, le message que je vais retenir de ce que tu nous as partagé, déjà, c'est ton parcours, finalement, c'est ton interprétation du parcours. Et très, très clairement, probablement que d'autres personnes chez Engie ne diraient pas la même chose. Et c'est très bien, parce que chacun vit son histoire. Mais c'est le côté espoir, parce que nous, on est souvent appelés justement là, dans les pratiques. Et on essaye en tout cas de faire comprendre aux personnes que quand on met le doigt dedans, souvent on part avec. Donc c'est-à-dire on commence par les pratiques. Soit on reste sur faire de l'agile, soit on est conscient que être agile est beaucoup plus important et beaucoup plus porteur. Et je trouve que c'était un bel exemple justement d'avoir commencé par le haut, donc ce côté pratique individuel ou collectif, et qu'après avoir pris conscience que il manque quelque chose, la réflexion de l'intention est fondamentale. Donc voilà, moi c'est ce que je garderai de ça. Ben voilà, donc vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Vraiment la question qui me semble, enfin on a répété plusieurs fois, c'est quelle est l'intention? Et peut-être pour donner un peu plus de profondeur à la question, il ne faut pas juste se dire qu'est-ce que je cherche, c'est qu'est-ce que nous cherchons tous ensemble. Et j'aime beaucoup ton modèle, c'est-à-dire que pour chacun des cadrans, il faut se poser la question, c'est quoi notre intention? C'est quoi notre intention sur les pratiques? C'est quoi notre intention avec nos nouveaux comportements, avec notre culture et avec mon intérieur? Donc voilà, c'est pas seulement, voilà, on va dire merci à Mr. Why là pour mettre le why d'abord, mais donc vraiment se poser cette question-là, mais dans les 4 cadrans et être sûr qu'on a bien touché tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et merci beaucoup pour votre générosité sur le chat. Ça, c'était vraiment sympathique pour pouvoir nourrir ce débat. Encore merci à Sophie donc d'avoir participé à la keynote. Grande joie. Merci. Il me reste à vous dire que la journée agile, le studio agile continue.
Donc,